la parole à Jérémy, qui est un artiste de la première heure des Gilets jaunes depuis décembre 2018, hein, et qui a intégré véritablement l'aventure des Gilets jaunes dans une partie de sa prestation, de sa création. Donc, viens ici, tu as, je sais, jusqu'à 40 dernières minutes pour parler, tu as 10 minutes, voilà, et Jérémy, voilà, et ensuite les 5 minutes pour les questions du public. Voilà la grande star, Jérémy. Voilà. Bon, bonsoir, donc je me prénomme Jérémy. Comme disait Laurent, j'étais à partir du 6 décembre dans les cortèges des Gilets jaunes et j'aimerais vous exposer 2-3 idées, notamment plus un diagnostic qu'une vision. Donc je suis passionné de politique. Je suis au départ peintre, écrivain et chanteur. Et j'ai fait des chansons qui sont relatées par rapport aux Gilets jaunes. Et je voudrais donc vous faire part d'un diagnostic. Je pars du principe que la première question sérieuse politiquement, à mon sens, reste plus que jamais aujourd'hui la question de la croyance. C'est-à-dire que je pense que les Gilets jaunes sont un mouvement qui sont nés d'une réaction face à mon sens, une fraude. C'est-à-dire que les gens ont ressenti que, comment dirais-je, il y a eu une fraude. Moi, c'est mon constat, c'est ce que je ressentais dans la rue, si vous voulez. Et donc, on a perdu la croyance en ce système électoral. On a perdu la croyance en la probité du vote. On a perdu la croyance en ce que soit réellement honnête. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, le peuple n'a pas le moyen de pouvoir vérifier les votes. Et donc, j'ai peur que ces élections soient à nouveau une impasse ou à nouveau un leurre. C'est-à-dire que, comment dirais-je, à partir du moment où les gens sentent qu'il y a cette possibilité de fraude, s'investir à 100% dans ce genre de processus, c'est prendre le risque de se mettre, de donner beaucoup de notre énergie, de notre cœur, par rapport à quelque chose où de toute façon ils ont toutes les règles du jeu. Et de toute façon ils fraudent. Donc il faut... comment dirais-je, donc d'un point de vue individuel, si on se regarde face à un miroir, on est fait nous-mêmes de matière et d'esprit. Et depuis que le monde est monde, un collectif, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a eu toujours une autorité qui régulait la matière, ce qu'on peut appeler un roi, et une autorité qui régulait l'esprit. On est fait de matière et d'esprit. Je ne sais pas si je suis clair pour l'instant. Et donc, depuis que le monde est monde, il y a toujours eu cette opposition entre nous-mêmes, entre l'esprit et la matière. Okay, c'est pour ça qu'il y a eu des prêtres et qu'il y a eu des rois. Okay, et là, en ce moment, dans le système républicain, on fait fi, depuis 2 siècles et demi, de notre infinité. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand Malraux il répondait à De Gaulle et qui disait qu'il avait réglé un problème de vieux de 300 ans quand il parlait de remplacer l'onction divine, qui était donnée à nos rois à la cathédrale de Reims, par l'onction du peuple. Le principe était magnifique, mais le problème, c'est que depuis, il n'y a pas de... Parce que De Gaulle était un mec honnête, okay, donc quand lui, il a perdu, il est parti, mais depuis, il n'y a pas d'autorité qui vienne régir ça. Donc on peut nous dire tout ce qu'on veut, à partir du moment où on n'a pas foi en la probité du vote, on peut très bien établir le fait qu'on soit en dictature. À partir du moment où on n'a pas foi en ce vote. Okay, vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a toutes les raisons d'y croire. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis, et en France, ils ont tous les outils pour frauder et faire ce qu'ils veulent. Okay, donc, à partir du moment où on est conscient de ça, il faut que nous, on réenvisage notre façon de faire la politique.
et qu'on trouve des nouvelles façons. Il y a des exemples à travers l'histoire de l'humanité. On a par exemple, il n'y a pas si longtemps, à peu près 70 ans, on a eu quelqu'un comme Gandhi, qui n'est pas au départ passé par les systèmes électoraux, okay, et qui a essayé de réveiller une foi, et qui a réussi à faire passer l'Empire britannique pour eux, les sauvages, en prenant une loi spirituelle, la non-violence. Et ça a résonné dans le reste du monde, okay, et ce qui fait que comment dirais-je, il y a eu une répercussion qui fait qu'ils ont réussi à faire tomber l'Empire britannique. À mon sens, il nous faut pour ça refaire un historique. L'historique de la foi qu'on a en Europe et qu'on a eu notamment en France. La foi en France, elle est évidemment chrétienne. C'est comme ça qu'on nous la présente, de toute façon. Mais si on revient à la base, la France est devenue chrétienne au moment de Clovis. Okay, tout le monde connaît l'anecdote. À partir du moment où il a prié Jésus avant une bataille, il a gagné et il a décidé de se convertir au christianisme. Okay. Mais si on part simplement du bon sens, il y avait des millions de gens qui étaient là avant et qui priaient une autre foi. Qui priaient, en l'occurrence, c'était des Celtes qui priaient Odin, qui priaient. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que l'Empire romain, à mon sens, même si je suis un amoureux du message du Christ, parce que le message du Christ reste extraordinaire, ça, il n'y a pas de problème, mais ce qui se passe, c'est que Rome a agi un petit peu comme Bruxelles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle voulait imposer une façon de penser à un espace qui était trop grand pour être maîtrisé par une armée. Donc, elle a imposé une religion. Et toute l'histoire qu'on nous présente, à mon sens, est galvaudée. Ce qui veut dire que nos racines chrétiennes sont certes présentes, mais c'est déjà né d'un viol, à mon sens. Ça, c'est simplement mon avis. Mais ça me semble très important de revenir dessus, parce qu'il nous faut faire un diagnostic très précis pour savoir quels sont ce qui vient créer notre foi. Parce qu'en fin de compte, en ce moment, on est en train de vivre une crise de foi. Comme je disais dès le départ, la première question politique sérieuse reste la question de la croyance. Si on ne croit pas au système électoral, on peut très bien déduire qu'on vit dans une dictature. Okay, donc on vit en fin de compte une question métapolitique. Ce n'est pas simplement que politique. On vit une crise de foi, je dirais. Okay, et on le voit encore une fois aux États-Unis. Mais en France, donc c'est une question très, très, très complexe et très ancienne que je suis en train d'essayer de mettre en avant. Mais à mon sens, si on veut avoir une action efficace, si on veut être à 100%, et ne pas prendre le risque de jouer dans leur jeu, parce que si on joue dans le jeu du système électoral, on prend le risque de se faire... voilà. Et par rapport à ça, l'urgence, me semble-t-il, en ce moment, nous, tous ensemble, ici et partout en France, il nous faut repenser cette question. Alors, il y aurait des solutions. Techniquement, la blockchain pourrait être intéressante. À partir du moment où on ferait un réseau où il y aurait 70 millions de personnes qui pourraient vérifier la probabilité du vote, là, ce serait intéressant. Mais à mon sens, ça ne suffit pas parce que c'est encore une solution, c'est un outil matériel. Or, on est fait nous-mêmes de matière et d'esprit. Il y a toujours une autorité qui gère la matière et toujours une autorité qui gère l'esprit. Alors, d'une certaine manière, utopiquement, il nous faudrait repenser nos outils spirituels. Et pourquoi pas, à ce moment-là, envisager d'établir d'une certaine manière, ça peut sembler utopique, mais une nouvelle religion, en tous les cas une nouvelle règle morale qui ait la possibilité de s'opposer à une règle matérielle qui est pervertible par elle-même. Ok ? J'espère que... Et donc c'est ce genre de questions que moi, à travers mon travail, j'essaie de soulever et qui me semble urgent de voir. Parce que, encore une fois, on peut mettre énormément d'énergie, mais de toute façon, c'est comme jouer selon leurs règles du jeu. Comprenez ? Okay ? C'est jouer selon leurs règles du jeu. Et leurs règles sont perverties. Ça, il faut être conscient de ça. Ils se foutent de notre gueule. Okay ? Parce qu'ils détiennent tous les outils. Okay ? Donc nous, si on ne comprend pas, De Gaulle, lui, déjà, c'était quelqu'un qui était condamné à mort par contumace, jugé comme terroriste. Okay ? Il n'est pas sorti d'une élection.
Il n'a pas trouvé un financement et à un moment il est venu. Non, il est venu d'une crise énorme et après on l'a rappelé parce qu'on savait que c'était un homme droit, honnête et qu'à un moment c'était le seul homme qui pouvait régler une problématique comme la crise en Algérie. Okay, mais il n'est pas sorti d'un système électoral. Il faut bien comprendre que le système électoral... C'est mieux d'être une marionnette. Pardon? Excuse-moi? Il a été positionné, c'est mieux. Il a été positionné, mais il a réglé un problème et il a réussi à relever la France d'une situation qui était bancale, même financièrement, et parce que c'était un homme de foi, et parce qu'il payait ses notes d'électricité à l'Élysée, et parce qu'il avait fait mettre une petite chapelle, et parce que c'était son neveu qui... politique le plus aimé des Français. Non, la personne qui avait une idéologie capitaliste, industrielle, et qui était donc acceptée difficilement néanmoins par les Américains, mais qui faisait un contrepoids au communisme, et il a lui-même fait quand il y a eu le gouvernement d'après, communiste. Bref, donc voilà. Moi, pour moi... Pardon? S'il vous plaît, on va conserver le mode de fonctionnement. Je sais pas, comme tu préfères toi d'ailleurs. Pour moi, c'était un homme de foi, c'était un homme de moralité, et c'est un homme qui nous a permis, à un moment, de relever la tête. Okay, dans le concert des nations, c'est un homme qui nous a permis de relever la tête. Bien sûr, c'est un homme perfectible, c'est un homme qui a eu plein de failles, comme tous les hommes, mais c'est un homme... Mais c'est un homme... Bien sûr, évidemment, mais c'est un homme qui a porté la France comme depuis on ne l'a pas vu. Okay, et à partir du moment où il a perdu son référendum, c'est pas comme en 2005, parce que nous on est tous les enfants d'une fraude, okay, d'une fraude qui, là, tout le monde peut la constater. En 2005, on a voté contre l'Europe, okay, et personne n'a respecté ça. Personne parmi nos élites. Donc ils nous chient dessus en fin de compte. Vous voyez ce que je veux dire, okay, donc peu importe le vote, ils font ce qu'ils veulent. Okay, donc soit on joue dans ce rôle, soit on accepte ça, leurs règles du jeu, et on continue comme ça, soit on essaye de réellement se remettre en question et comprendre que nous-mêmes, nous sommes des animaux et politiques et spirituels, et comprendre que la faille, là, depuis la Révolution française, on a écarté la spiritualité, on a écarté notre infinité. On est fait nous-mêmes de fini et d'infini, de palpable et d'impalpable, de connu et d'inconnu. Okay, donc ça c'est une réalité. Donc vivre dans un collectif qui a une autorité, qui gère le fini, qui gère le palpable, qui gère le connu, mais qui ne gère plus l'inconnu, qui ne gère plus l'impalpable, qui ne gère plus l'esprit, l'infini, okay, c'est être dans un déséquilibre quoi qu'il arrive. Alors... c'est parfait. Je suis obligé de respecter les timings. Excuse-moi. Hein, on est à 40. J'ai plus ou moins élaboré ce que je voulais. Ce serait très long, mais bon. Alors, donc, je voulais te remercier infiniment pour ta... Hein, oui, d'accord. Bah non, mais si tu avais dit que s'il y avait des questions, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai exposé plus ou moins... Non, parce que moi, je dois... Bien sûr, vas-y. 1 minute 30, si tu veux bien. Avec joie. Voilà, pour clore, justement. Et après, voilà, parce que je vais passer... voilà, parce que moi, je suis obligé de faire le... Ah, bah, allez-y. Une ou deux questions. Question. Hein, vas-y. Ouais. En fait, je me disais ça l'autre fois parce que avec Macron, on vit une époque de manipulation. Est-ce que tu ne crois pas que ça soit possible que finalement tout ça est une manipulation et que le général de Gaulle, par exemple, qui a fait que la France a été rangée du côté des vainqueurs, voilà, nous on voit ça comme ça, la France vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on nous dit ça, mais c'est le roman national. Est-ce que tu crois que, en fait, dans les autres pays du monde, c'est pas possible de dire que finalement la France, elle n'a pas fait vraiment grand-chose dans la guerre mondiale? C'est pas tout à fait exact, parce que quand même, si tu regardes le nombre des contingents qui étaient en Allemagne, il y avait quand même, et puis avec toutes les colonies, il y a eu quand même beaucoup de soldats qui se sont battus et qui sont montés jusqu'en Allemagne. Hein. Donc ça ne s'est pas fait complètement comme ça.
on part au départ de la première armée au monde. Hein. L'armée française à cette époque-là, elle s'est fait ruiner en 1 mois, certes, parce que bon, justement, ils n'ont pas écouté un mec comme De Gaulle qui, lui, voulait mécaniser l'armée, okay, mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. C'est compliqué, c'est complexe comme question. Non, ouais, c'est compliqué comme question. Oui. Merci, Jérémy. Je vais... Philippe avait une question, je crois. Ouais, en fait, enfin, au niveau du mode de fonctionnement, moi, tu vois, je trouve... Bon, bref, mais ça, il faudrait qu'on en reparle quand même. Mais sur ce que tu disais, matière et esprit, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Parce qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose que j'ai pas réussi à bien comprendre de cela, que tu as envie de transmettre. Et c'est pas facile en 10 minutes. C'est pas évident comme ça, en ce temps-là, et je trouve ça puissant. Et ça rejoint des volontés de beaucoup de gens dans les collectifs où je suis, où on sent qu'il y a envie d'esprit, vraiment. Tu vois, il y a un manque, comme tu disais, de religion, enfin une foi, pas forcément une foi, mais quelque chose, quoi, des valeurs. L'église au milieu du village pour que les gens fassent... Oui, mais alors c'est compliqué, ça m'intéresse de répondre en 2 secondes à ça. Après, si tu veux, pour finir, pour continuer... Enfin, vas-y, réponds là-dessus si tu veux. Voilà. Mais c'est juste par rapport aux GJ, tu vois. Quand tu dis les GJ avaient... Mais c'est un autre sujet. Hein. Quand tu dis les GJ avaient cette notion de fraude... Ce sentiment. Ça n'a rien à voir avec les élections. Ça n'a rien à voir avec 2005. Ça vient, effectivement, quand on amène le RIC, quand on leur parle du RIC, et que Maxime Nicole diffuse, à ce moment-là, les GJ se disent, oui, c'est vrai, ça, on nous a volé Sarkozy. Mais c'est pas vraiment vrai, parce que Sarkozy, en fait, il se fait élire avec à son programme la révision, le traité de Lisbonne quelque part, la révision du Constitution. Ça, c'est un piège politique, ça. Ça, c'est un piège politique. Parce que de toute façon, les Français ont voté contre. Donc après qu'ils s'arrangent avec ce qu'ils veulent, ils ont voté contre. Mais je sais, je suis un des premiers militants, enfin pas un des gros militants sur le compte. Donc, mais enfin sur le respect. Mais bon, voilà. Mais ce que je veux dire, les GJ, au départ, ils sont là par rapport au frigo. Ils sont là par rapport à la justice sociale, ils sont là par rapport aux retraites de merde. L'Assemblée nationale et les syndicats qui leur disent... Ça, c'est votre sentiment, mais c'est pas vérifiable. Moi, mon sentiment dans la rue, c'était mon sentiment, après, voilà, je suis là pour exposer mon idée. Moi, mon sentiment, c'est que les gens étaient là par rapport à un sentiment de fraude. Pour moi, c'est mon sentiment. Maintenant, c'est discutable. Mais pas de fraude électorale. Enfin... Si, fraude électorale. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est ce que je ressentais. Parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti dès le départ. Maintenant, je réponds juste avant de partir par rapport à ce que tu disais, par rapport à notre religion d'État, qui est la chrétienté. Ça, c'est très compliqué, très complexe. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai fait très, très brièvement le lien avec les Celtes. Je pense que en France, qui était encore la Gaule, je vous rappelle qu'il y a eu un portrait de François Ier il y a à peine 500 ans de ça, où c'était marqué roi des Gaules, que le château de Chambord est aussi un monument à la gloire des valeurs celtiques. Hein, il y a des signes runiques à toutes les fenêtres, enfin bon, c'est Chambord, c'est extraordinaire à ce niveau-là. Je pense qu'en France, il y a eu plusieurs, viols dans nos croyances. Okay, l'édit de Nantes a imposé le christianisme, mais il y avait des gens qui avant, bon, et notamment protestants, c'est ce qu'on nous laisse croire, mais il y a aussi ce qu'on appelle le brûler les sorcières, ce genre de choses. Ce sont des choses d'historiens, mais bon, là, moi, je vous parle de quelque chose, moi, ça me passionne. Donc, je suis convaincu de ce genre de choses, mais... de toute façon, on vit une crise spirituelle. Donc, je pense que pour faire le bon diagnostic, pour avoir la bonne action, et comme on a un terrible manque d'outils spirituels, normalement, tous ensemble, on devrait faire ce travail de revenir en arrière et d'essayer de comprendre d'où vient ce manque de croyance, d'où vient à un moment qu'au XVIIIe siècle, à un moment, les prêtres ont commencé à vendre des indulgences, c'est-à-dire des places au paradis. Parce que quand le sacré lui-même devient perverti à ce point-là, c'est-à-dire quand on vend la place au paradis, elle est morte l'histoire. Hein. Pardon ? C'était quand il y avait 2 papes. Oui, en l'occurrence, enfin bon, peu importe, mais il y a un moment où le curé, à un moment, il vendait les places au paradis. Donc peu importe qu'il y ait 2 papes, si tu veux, ce serait bien. À nous tous de développer ça, à nous tous de travailler là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'en ce moment, on vit plus qu'une crise politique. On vit une crise métapolitique. Et il faut qu'on remette en question, qu'on remette en branle nos croyances pour comprendre ce qui gère quelque chose qui fait qu'on n'est pas foi
en notre système électoral et qu'il y ait autant d'abstentionnistes. Okay, parce que ce serait très simple pour nos maîtres ou pour ceux qui gèrent la politique aujourd'hui de comptabiliser le vote blanc, de faire une blockchain, ce serait très simple. On a tous les outils pour le faire. Et c'est là-dessus qu'il faudrait se battre. Parce que si demain matin, moi, il y a une blockchain et qu'il y a un vote et qu'il y a une autorité plus ou moins spirituelle qui gère plus ou moins la chose, mais pas une autorité étatique. Parce que si tout le monde met du papier, qu'on crame pas le papier le lendemain du vote, on peut aussi recompter les papiers. Enfin, bref, il y a plusieurs... Mais ça reste dans la matérialité. Il nous faut une force spirituelle. Il faut une force spirituelle qui... Pour répondre juste une question à toi, parce qu'en fait, est-ce que tu ne fais pas un rapprochement par rapport à ta culture, effectivement, ancestrale de nos valeurs, sur le fait que ces valeurs-là étaient issues du polythéisme avant le dieu... Ah, attends, juste avant. Avant Ra, on est sur le polythéisme. Et aujourd'hui, si tu veux, on est sur une oligarchie. Je rapproche ça, si tu veux, d'un petit nombre, c'est-à-dire de plusieurs monothéismes qu'on a aujourd'hui. Or, l'idée de changer de système, il y a 3 systèmes, monarchie, oligarchie, démocratie. L'idée de changer de système, si tu veux, c'est un basculement du monothéisme au polythéisme. Et donc, dans la société, de l'oligarchie à la démos kratos. À mon sens, le polythéisme est un piège. Le monothéisme est un piège. Ce qui est important, c'est la croyance. Peu importe qu'on croit en plusieurs dieux ou en un dieu. J'ai passé longtemps en Inde, ils sont dans une société polythéiste, mais Krishna finit par dire Dieu est un. Je veux dire, on s'en fout que ce soit. Quelque part, là, en ce moment, c'est notre société qui vit. D'ailleurs, le monothéisme amène au capitalisme. Il y a un piège là-dedans, ok ? Mais il y a un piège qui s'explique. Moi, j'ai écrit là-dessus. Il y a un piège extraordinairement intéressant. C'est-à-dire, moi, je suis juif, mais je suis aussi musulman et je suis aussi chrétien parce que je suis mélangé. Je suis de père juif, de mère d'origine musulmane et chrétien. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire la paix avec tous mes ancêtres, ok ? Et donc, par rapport à ça, j'ai essayé de me remettre à la place de mes ancêtres. Ok. S'il te plaît. D'accord. Pour conclure, peut-être une minute, place de tes ancêtres. Et du coup, par rapport au polythéisme, ouais. Le monothéisme, il naît dans un désert. Moi, je fais une division entre les peuples de l'eau et le peuple du feu, les peuples des forêts et le peuple du désert. Et si tu veux, là en ce moment, on vit dans une société mondiale qui est dominée par une inspiration qui nous vient du désert. Et dans un désert, qu'est-ce qui se passe ? Dans un désert, quand tu as un puits d'eau, tu te dois de dominer les éléments qui t'entourent juste pour survivre. Donc si tu as un puits d'eau, tu commences à tracer une première propriété privée, mais qui est légitime. Tu te dois de dominer les éléments juste pour survivre, pour que ta femme, elle puisse avoir de l'eau si elle a un gamin. Tu comprends ce que je veux dire ? Alors que dans les sociétés soi-disant polythéistes, mais qui étaient souvent chamaniques ou celtiques ou peu importe, mais qui nous venaient des forêts, okay, ces gens-là n'avaient pas besoin d'ériger une armée, ils n'avaient pas besoin d'ériger des murs, ils n'avaient pas besoin. Tous les premiers murs sont nés autour du Tigre, de l'Euphrate et du Nil. En fin de compte, c'est un point d'eau dans un désert. Comment je fais pour survivre dans un milieu hostile ? Parce que, encore une fois, manquer d'eau, tu peux pas la transporter. Alors que quand tu manques de feu, tu peux prendre 2 pierres de silex et tu peux aller en Sibérie. Il n'y a pas de problème. Toutes les premières civilisations nous viennent d'un désert. Okay ? Donc ça peut engrainer et enchaîner un mode comme le monothéisme, c'est-à-dire une puissance centralisée qui domine les éléments. Okay ? Mais peu importe, quelque part. Ça, ce que je viens de te dire, c'est pour nous permettre de faire la paix avec nos ancêtres, de comprendre que ceux qui étaient dans cette urgence-là, en fin de compte, ils n'avaient pas de... Comment dirais-je ? Ils n'avaient pas de... Il y a une légitimité à... Okay, on peut les excuser, on doit les excuser. S'il te plaît, Jérémy, tu es excellent. Voilà, merci. Tout ce que je peux dire. Tu es excellent. Je te prédis une grande carrière, même si tu n'es pas le plus jeune. Hein, mais c'est magnifique. Je découvre complètement, je suis déjà fan. Je vais aller à plein de tes... j'ai un concert avec mon ami le 23 mars au 35 rue des Petites Écuries. Vous êtes tous les bienvenus dans le bar Le Vizir. 23 mars. 23 mars, 20h30, 35 rue des Petites Écuries. 35 rue des Petites Écuries. Bravo. Merci. Extraordinaire. Merci. Ça n'est que le début. Merci. Voilà, je suis très content. Merci. Très honoré. Voilà. Et voilà, on va reprendre.